Il y eut un colon qui ouvrit son magasin en annonçant qu'il allait distribuer 1 kilo de blé par personne à chaque famille d'ouvriers agricoles. Tous les fellahs disparurent. Des gosses qui savaient à peine marcher refusèrent de se rendre à son appel. Au cours de la journée, les hommes revinrent. Ils montrèrent le poing cette fois-ci. Les gendarmes s'approchèrent et détachèrent les mousquetons qu'ils portaient en bandoulière. 12 fellahs furent arrêtés sur le champ. 9 d'entre eux furent bastonnés et relâchés dans le courant de l'après-midi. Au douar Sidi Moussa, 3 agents de la PRG brutalisèrent des paysans. Ceux-ci tinrent bon. Les policiers pointèrent sur eux leurs mitraillettes. Au cours des interrogatoires, la police insista pour connaître les noms des meneurs. Le responsable de notre grève, c'est la misère, répondirent-ils. Les colons parlèrent d'atteinte à la souveraineté française. Ce fut à ce moment que 9 petits maraîchers affirmèrent qu'ils étaient d'accord sur le principe des revendications présentées. Les gros colons pouvaient donc, à plus forte raison, donner satisfaction à leurs ouvriers. Leur intransigeance parut injustifiable. Les paysans fermaient leurs portes avant la tombée de la nuit. Une grande inquiétude planait sur la campagne. Nul passant dans les chemins, nul fellah sur les champs. Le pays se taisait. Mais les fermes des colons resplendissaient de lumière. Dans les cours régnait un va-et-vient incessant et bruyant. Comment tout cela allait finir? On ne peut tout de même pas, dit-on dans une des fermes, vivre dans un pays sans savoir ce qui s'y passe. Sur quoi la maîtresse de maison? Je rentre dans mon appartement, répondit-elle. Je ferme ma porte et il n'y a plus d'Algérie. Chez les gens de Bni Boublen, tout en haut de la route, le silence était si profond qu'on se serait cru dans un village abandonné. Puis, une nuit, retentit le cri. Au feu! Au-dessus des vignobles, le ciel sombre fut vite envahi de lueurs rougeâtres. Ce rayonnement pourpre se heurtait au brouillard nocturne, teintait l'air humide et rendait le ciel plus lourd. Toute la campagne se mit à frémir. Partout des rumeurs rapides, une agitation invisible, des présences que trahissait soudain un craquement de branches. Des roulements de chars ébranlèrent peu à peu les routes silencieuses. Ce grondement de la campagne dans la nuit fouettait l'air, s'engouffrait dans les cours obscures et faisait trembler les portes closes. Il pénétrait avec une force de torrent dans le cœur des gens. Devant une rangée de cahutes d'où émergeaient de grandes flammes, quelques colons regardaient et se taisaient, leurs faces rougeoyées par éclairs devant l'éclat vacillant du feu. Leurs bras pendaient. Dans leurs poings, ils serraient des fusils de gros calibre. Ils se tenaient debout dans la tente. Derrière eux se dressait un certain nombre de fellahs. L'immense brasier s'était emparé des misérables logis et les digérait. Ces hommes étaient tous fascinés. Un groupe, à quelques pas du feu, ne se souciant pas de la présence des maîtres,
paraissait écouter avec beaucoup d'attention l'homme qui parlait. « On n'a qu'à y aller. Allons-y. » Les colons fixaient sur le groupe des regards ternes. Ils restaient figés comme des blocs de granit. Puis leurs regards vagabondèrent sur les flammes et se portèrent ensuite avec étonnement sur les fellahs. L'un d'eux leva sa main énorme, fit un signe aux paysans et laissa retomber son bras. « Allez-vous-en chez vous. » C'était M. Villard, géant trapu, qui leur parlait. Pour les paysans habitués à obéir, ces mots résonnèrent comme un ordre. Quelques-uns reculèrent, mais ne s'éloignèrent pas en définitive. Du cercle compact parvinrent quelques voix. D'abord celle du fellah, qui discutait depuis un moment d'une voix enrouée. Non, non. Il ne s'adressait pas aux colons, mais aux hommes qui l'entouraient et qui voulaient partir. D'autres voix s'élevèrent. Non, non. Il y a encore des murmures. Plusieurs voix retentirent ensemble, couvertes par la parole saccadée du fellah qui en imposait aux autres par son autorité. On entendit de toutes parts « Iya, Iya ». Ils se dispersèrent aussitôt dans toutes les directions. Ils chargèrent de la terre dans les pans de leurs gondouras, dans les mains, dans les sacs attachés autour de leur taille, et se précipitèrent à travers le feu. Ils s'éloignèrent encore, revinrent vers les gourbis qui flambaient. Et ils recommencèrent la même manœuvre, sans trêve. Slimane courait en trébuchant. À côté de lui glissaient d'autres ombres dans une agitation continue et confuse. La clarté du feu grandissait démesurément. À chaque élan des flammes, le cœur de Slimane sursautait. Frissonnant, il pensait « Il faudrait arriver à en sauver le plus possible. » Triste est la vie du fellah. Et il courait comme un fou, ivre, perdant toute notion de ce qui se passait. Les colons laissèrent faire, après un court moment d'hésitation. Les fellahs transportèrent le plus de terre qu'ils purent. Slimane Meskin parla à l'homme qui se trouvait à ses côtés. Celui-ci ne répondit pas. Il lui saisit le bras et vit des larmes abondantes rouler sur ses joues, se perdre dans la petite barbe décolorée. Slimane lui dit « Les policiers arrivent, Azouz. » L'homme n'avait de yeux que pour les baraques calcinées, qui formaient maintenant un petit agri de cendres et de charbon. Tout avait fini par se consumer. C'était un incendie propre qui avait nettoyé l'emplacement. N'ayant pas dépassé les gourbilles isolées au milieu des champs, le feu laissa des carrés de terre brûlés. Le petit jour éclairait cette scène et conférait à toutes les choses une tranquillité familière. L'homme dit « Faut-il aussi supporter les policiers ?» Jamais, pensa Slimane Meskin, on aurait cru que des masures de fellah auraient fait un si beau feu. Il revoyait les colonnes de fumée se déroulant et se tordant au-dessus du foyer, des colonnes interminables, surmontant des torches magnifiques. Les champs alentour luisaient sombrement. Renaissant toujours plus haut, les rideaux flamboyants vibraient puis se déchiraient comme un cri.
L'élan allègre du brasier nourrissait l'angoisse des hommes. Oui, Slimane avait vu cela, avait entendu des cris. Il n'avait pas rêvé. Un incendie avait été allumé, et jamais plus il ne s'éteindrait. Il continuerait à ramper à l'aveuglette, secret, souterrain. Ces flammes sanglantes n'auraient de cesse qu'elles n'aient jeté sur tout le pays leur sinistre éclat. La contrée avait ce jour-là son visage des jours néfastes. Un gris de deuil revêtait cette matinée. Les gens, ayant passé une nuit d'insomnie, paraissaient sombres. Ils avaient la tête vide et un goût amer dans la bouche, comme après un corps à corps avec un cauchemar. Les voici sans envie de parler ni de bouger. Les policiers occupèrent la campagne assourdie. Ils fonçaient au milieu de vastes aires vides, de bourgades abandonnées. Devant eux, la suspicion, la crainte s'étendaient comme un brouillard. Ils allaient, rapides, d'un endroit à l'autre avec une sorte d'empressement mécanique. Chacun de leurs pas enfonçait un coin aigu dans ce sol. Le pays était calme. Slimane allait par les champs. Des paysans se rendaient vers des buts incertains. Ils s'arrêtaient à peine lorsqu'ils se croisaient. Quelques-uns se contentaient d'un branlement de tête. Plein de lassitude, ils repartaient infiniment patients. Les policiers s'approchaient, tournaient autour d'eux et les examinaient. Les énergies du pays ne se sont pas encore réveillées, se dit Slimane. Les gens se trouvaient plongés dans un état somnambulique. Ils marchaient avec des expressions endormies. Mais là-dessous, en profondeur, songeait Slimane, une volonté de révolte incommensurable, débordante, s'apprête à secouer le système tout entier et sa carcasse de plomb. Peut-être les éléments les plus actifs du pays ont-ils déjà amorcé la lutte. Slimane courut jusqu'à la route nationale. Il quitta le chemin poudreux de la ferme Villard et se rendit compte que rien n'avait changé. Dans un sentier se tenaient de petits attroupements isolés de fellahs. Quelques vieillards levaient les bras au ciel avec de grands gestes. Pourquoi Dieu Tout-Puissant commentait-il? S'ils avaient eu la résignation d'accepter les salaires qu'on leur allouait, tout cela ne serait pas arrivé. Où est-il le bien qu'ils ont obtenu? On vit bas de douche s'avancer et aller de groupe en groupe, disant qu'on ne devait pas discuter aujourd'hui de cette question de salaire. Ce qu'il faut, c'est trouver les coupables, s'épuisait-il à déclarer. Alors, qui sont les coupables d'après toi, petit père? Il faut les chercher. En effet, il faut les chercher. Tout le monde le sait, ça. Je dis vrai. Mais qu'est-ce que tu en penses toi-même, petit père? Sont-ils ou ne sont-ils pas parmi nous? C'est à voir. Eh bien, on le verra. Ne te donne pas tant de mal. Tu finiras par te fatiguer, et tu es trop vieux. Mon sentiment, continua impitoyablement le vieillard, mon sentiment, c'est qu'ils ne sont peut-être pas parmi nous. Ah, et alors? Alors, il faut les rechercher. La suite
demain. Vous pouvez vous abonner.